Nous accueillons dans cette dernière partie d'émission, et il n'est pas nécessaire de le présenter, c'est Lucien Cerise, évidemment, surtout que Lucien Cerise. Longtemps, nous l'avons eu l'année dernière sur les plateaux, c'était un de nos permanents, c'était un des permanents de Mike Borowski le soir, et évidemment, il participe à l'aventure de Géopolitique Profonde, et ce depuis le début. Bonjour Lucien, bienvenue dans cette matinale. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci d'y avoir accédé si rapidement parce qu'on vous sait très pris et c'est bien de pouvoir échanger avec vous, surtout que le monde change à toute vitesse actuellement et je pense que c'est intéressant d'avoir évidemment vos analyses parce que vous êtes expert en matière de mondialisme, en matière de ces logiques davosiennes qui sont aujourd'hui battues en brèche par selon moi, mais après, je ne prétends pas avoir la vérité absolue sur ce sujet. En tout cas, il y a des évolutions considérables. Aux États-Unis, on apprenait encore, je crois, cette nuit, que Tulsi Gabbard qui va chapeauter l'ensemble des services de renseignement américains, ça y est validé par les parlementaires américains. Les choses vont vite et changent vite. Lucien Cerise, j'aurais peut-être aimé, avant de laisser à Raphaël continuer l'interview, vous interroger sur la révolution, le scandale USAID, qui me paraît être quelque chose qui va changer la donne, qui change déjà la donne et va le changer dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous inspire ce scandale et les conséquences qu'il pourrait avoir pour le monde? Eh bien, tout d'abord, je tiens à dire que c'est une bonne nouvelle. Et donc, la révolution colorée qui vient, que j'annonçais sur GPTV l'an dernier, et puis bon, j'en ai parlé aussi un petit peu dans d'autres médias, c'est-à-dire la révolution colorée qui serait chargée d'annuler les résultats de l'élection présidentielle en cas de victoire d'un parti populiste, souverainiste, bref, antimondialiste en France, Rassemblement national ou autre. Eh bien, cette révolution colorée aura beaucoup plus de mal à se réaliser sans les financements de USAID, USAID, puisque bon, on sait qu'effectivement de l'Ukraine à la Roumanie plus récemment, et en passant par d'autres pays, notamment tous les pays du pourtour méditerranéen en 2011, ce qu'on appelait le printemps arabe, cette série de coups d'État qui s'est prolongée jusqu'à l'an dernier, en décembre 2024 en Syrie. On sait que tous ces coups d'État maquillés en révolution populaire spontanée ont été lourdement financés par le contribuable américain via des intermédiaires de type ONG, comme les réseaux Soros, mais aussi des morceaux, des parties de l'administration américaine sous contrôle de la CIA, et notamment la NED, National Endowment for Democracy, et USAID, qui est en fait une administration. On parle d'ONG, c'est pas exactement ça parce que c'est pas privé en fait. Enfin, c'est un partenariat public-privé. Bon, c'est toujours, enfin, il y a plein de choses comme ça, comment dire ça, d'organisations qui sont un peu mixtes, un peu hybrides. Ils financent des ONG. Ils financent des ONG, mais c'est une administration, oui. Voilà. Et donc bon, moi c'est évidemment l'acronyme USAID. Je suis tombé dessus à maintes reprises en faisant des recherches sur la question des révolutions colorées. J'avais publié un livre en 2017 sur l'Euromaïdan, donc la révolution colorée de 2014 en Ukraine, qui est le point de départ de la guerre civile transformée en guerre de la Russie contre l'OTAN en 2022, guerre hybride. Et donc, bon, voilà, c'est évidemment un acronyme qu'on rencontre couramment quand on s'intéresse à ces questions de fausses révolutions, de coups d'État maquillés en révolution, ce qui est effectivement un outil d'ingénierie sociale, de transformation des peuples, de transformation furtive, au moyen de stratagèmes, de subterfuges, qui visent à fabriquer le consentement
des peuples à leur propre transformation, même s'ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que, bon, alors évidemment, bon, après, il y a une partie du peuple, il y a toujours une partie des peuples qui sont désireux de changer le système. Alors, il faut déjà s'appuyer là-dessus, sur cette partie qui a toujours, qui existe partout, qui a des tendances révolutionnaires, et donc, et puis bon, bah, ensuite, il faut procéder par capillarité, comment dire, contamination, et pour essayer de ramener un maximum de gens, en fait, sous le contrôle, justement, de ces putschistes qui sont financés de l'étranger. Donc bon, voilà, bon, bref, en tout cas, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Ukraine en 2004, c'est-à-dire plusieurs semaines d'émeutes, pour annuler le résultat de l'élection présidentielle, eh bien, bon, moi je voyais ça se profiler en France pour 2027. Bon, ce sera beaucoup plus difficile à réaliser, puisqu'il y aura une partie des financements qui auront été asséchés, voire complètement arrêtés. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais en tout cas, ce sera plus compliqué. Et donc, effectivement, bon, l'horizon s'éclaircit. Effectivement, on peut dire merci à Trump et Musk, parce que bon, on dit que en fait ils agissent par intérêt selon l'intérêt des États-Unis, et qu'ils se fichent du reste du monde. Et de leur fortune personnelle. Et de leur fortune personnelle, bien sûr, les accusations classiques. Oui, oui, oui. Et puis c'est pas faux, et puis c'est pas honteux. Enfin, je veux dire, c'est normal de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Je veux dire, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie au sens biologique. C'est-à-dire, je m'occupe de moi, de mon intégrité physique, et puis ensuite, par cercle concentrique, je m'occupe de mon environnement, et l'environnement proche doit être la priorité par rapport à l'environnement lointain. Mais bon, là, justement, comme on est dans un monde interconnecté. En fait, bon, il ne faut pas s'illusionner. Musk et son département, enfin son ministère en quelque sorte de l'efficacité gouvernementale, se fiche un petit peu de ce qui va se passer à l'étranger. En fait, là, ils font des coupes budgétaires dans USAID, mais en réalité, bon, le but c'est de faire des économies budgétaires aux États-Unis, mais ça nous profite indirectement. Donc, bon, on peut, de ce point de vue-là, effectivement, chanter les louanges de l'égoïsme national américain qui profite, évidemment, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui nous profite à nous, parce qu'en fait, c'est une transformation de l'expansionnisme américain. Alors, là aussi, il ne faut pas se leurrer, les États-Unis restent expansionnistes, mais ils sont en train de transformer leur expansionnisme, on pourrait dire nihiliste, c'est-à-dire justement cet expansionnisme qui fomentait des révolutions et des coups d'État à l'étranger. Ils sont en train de transformer cet expansionnisme morbide, malsain, entièrement fondé sur le faux, sur le mensonge, et sur l'empire du mensonge. C'est ça. Voilà. Ils sont en train de transformer cet expansionnisme donc malsain en un expansionnisme plus sain, dans la mesure où tout est annoncé. Au moins, je dirais que, en fait, il n'y a pas de double message, enfin, où il n'y a pas comment dire, cette obligation pour la population, pour les gens, d'interpréter ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, bon, il y a une simplification, non seulement de l'administration américaine sous l'influence de Musk, et de Trump, mais il y a aussi une simplification de l'expansionnisme américain. Le message envoyé n'est pas à double sens. Il n'y a pas besoin d'interpréter, il n'y a pas besoin, en fait, il n'est pas nécessaire. Comment dire, de décrypter le mur, enfin le tsunami de mensonges, et de postures hypocrites, c'est-à-dire toutes ces révolutions où on va en fait effectivement soutenir des djihadistes en Syrie, mettre au pouvoir Al-Qaïda au nom des droits de l'homme. Enfin, oui, enfin ce genre de
comment dire, de bizarrerie et en fait ce genre d'hypocrisie et ce genre comment dire, de torsion intellectuelle est en train de disparaître. C'est-à-dire que en fait, bon, voilà, on est dans un monde, en fait, enfin, l'expansionnisme américain redevient en quelque sorte clair et sans subterfuge. Donc bon, Et enfin ça et permet. qu'est-ce qu'on doit, et quelles conséquences on doit adopter, nous, face à cela, justement? Quelles sont les Bah, conséquences qu'on doit en tirer? ah bah, les conséquences, enfin, c'est que en fait, ça permet effectivement de simplifier les relations internationales. C'est-à-dire Ouais. que bon, enfin, avant les droits de l'homme, quand on voulait envahir un voisin, bah, on disait je vais envahir le voisin et on l'envahissait. Hein, c'était le Mmh. règne de la force. Même bon, enfin, mais depuis le XXe siècle et d'ailleurs, enfin, quand on lit Mein Kampf ou quand on lit en fait des certain nombre de leaders politiques du XXe siècle, dont l'idéologie précède les droits de l'homme. Hein, bon, ils disent clairement, hein, c'est la force hein, qui l'emporte dans les relations internationales. Et puis c'est tout. Voilà. En fait, bon, comme les peuples respectaient la force, bon, il y avait une forme de discipline hein, quand on se faisait envahir. Bon, dans un premier temps, bah, évidemment, on se rebellait, on luttait, et puis à la fin, bah, c'était l'armée la plus puissante qui l'emportait, et puis c'est tout. Ensuite on fermait sa bouche. Bon, avec l'idéologie des droits de l'homme, les colonisateurs, les impérialistes ont été obligés de ruser hein, et d'appliquer donc un certain nombre de ruses pour continuer à envahir le voisin, enfin ou même d'autres pays à l'autre bout du monde. Hein, la guerre du Vietnam, c'était ça aussi. C'était un peu, enfin, il fallait des prétextes hein, pour dire voilà nous allons envahir un tel pays ou la Corée, parce que la guerre de Corée précède la guerre du Vietnam, hein, enfin la guerre de Corée menée par les États-Unis, et où on se souvient de l'invasion de l'Irak en 2003, hein, au prétexte des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Enfin voilà, bon, pendant des décennies, les États-Unis étaient obligés hein, d'inventer des prétextes pour mener leurs opérations coloniales. Bon, là, parce que précisément, en fait, ils étaient obligés de tenir compte hein, de l'idéologie des droits de l'homme. Bon, là, on voit que Trump s'en fiche complètement. C'est ce qui fait dire à certains que finalement c'est un néofasciste, etc. Bon, mais bon, il annonce sa couleur. Il dit voilà, moi j'ai envie d'envahir le Canada, j'ai envie enfin, ou de prendre le contrôle d'un certain nombre de territoires, et il le dit. En fait, il fonctionne comme dans les sociétés traditionnelles. C'est ce qui le rend sympathique pour, je dirais, enfin pour les gens qui ont horreur de la société du spectacle hein, qui en fait s'est développé en parallèle. Hein, c'est le règne du faux, le simulacre, la simulation permanente. Hein, et au niveau des relations internationales, en géopolitique, la société du spectacle, hein, le mensonge permanent apparaît en 1945. Hein, avec le plus, enfin, ça commence même avant, ça commence en 1918 avec la création de la SDN, hein, et le plus jamais ça, hein, plus jamais le massacre de la Première Guerre mondiale. Bon, manque de bol, ça recommence 20 ans plus tard, mais et puis bon, l'ONU se renforce encore, et donc cette incapacité à assumer la violence, en quelque sorte, et ce pacifisme qui a l'air très sympathique comme ça, mais qui est un songe creux, fondamentalement, ça ne correspond à aucune réalité. Donc ce pacifisme obligatoire qui est mis en place comme une idéologie dominante depuis 1945, en fait, conduit logiquement au wokisme aussi. C'est pour ça que tout est cohérent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la lutte contre le wokisme de l'administration Trump, en fait, correspond effectivement à un mode de communication simple, en fait, qui ne joue pas sur le mensonge permanent hein, et qui effectivement, bon, fait penser à une espèce de despote éclairé. Hein, et sur le modèle comment dire ça, des leaders des sociétés traditionnelles qui précédant justement l'idéologie pacifiste des droits de l'homme. En fait, Trump et Musk assument hein, une forme de polémos des contraires, hein, pour reprendre l'expression d'Héraclite. Enfin, ils assument le conflit. Il n'y a pas cette espèce, hein, tous ces
toutes ces boucs en cul de poule qui nous parlent de paix, tout en fomentant des guerres et des déstabilisations et des révolutions, enfin, et des putschs maquillés en révolution partout dans le monde. Donc là, l'administration américaine, présente un visage effectivement expansionniste, hein, impérialiste, colonialiste, mais assumé. Hein, c'est ce qui la rend sympathique, parce que bon, après, moi je suis pas pacifiste, enfin je suis nietzschéen, donc je pense qu'il faut assumer en géopolitique des rapports de force. Et en fait, alors après, il y a tout un débat pour savoir si Trump est sioniste ou pas, mondialiste ou pas. Bon, en réalité, il est nietzschéen. Hein, on en avait parlé avec Terence Darrocani et Raphaël. On avait fait une émission justement sur GPTV et qui tournait déjà autour de cette question. Mais voilà, en fait, il y a une espèce de vitalisme trumpien. Hein, c'est une espèce d'expansionnisme joyeux, hein, qui peut conduire, hein, à des affrontements, hein, ou à des tensions avec d'autres pays, mais c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, voilà, faut assumer que tout ne soit pas lisse, hein, tout ne soit pas rose bonbon. Hein, le monde des LGBT n'existe pas et n'existera jamais. Et en plus, c'est hypocrite, puisque les LGBT sont les premiers à soutenir des guerres d'invasion pour imposer leur idéologie à l'étranger. Par exemple, en Ukraine. Hein, les LGBT soutenaient le putsch en Ukraine en 2014 et soutenaient même, en fait, bizarrement avec des alliances contre nature, soutenaient le régiment Azov et un certain nombre de groupes paramilitaires, hein, de type suprémaciste blanc. Donc tout ça pour, effectivement, parce que ce ne sont pas, il y a même une unité en fait, hein, de soldats LGBT en Ukraine, hein, mais bon, ça reste un peu folklorique. Mais évidemment, ce ne sont pas les LGBT eux-mêmes qui se battent, mais pour faire avancer leur idéologie, ils utilisent, hein, des proxys, des forces de procuration, hein, de type néo-nazi en Ukraine, de type djihadiste en Syrie. Hein, depuis la chute du parti Baas et de Bachar el-Assad, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein, en fait, ce n'est qu'une question de temps avant que Al-Qaïda organise la Gay Pride à Damas. Ce n'est qu'une question de temps. Hein, déjà, effectivement, Al-Jolani, je crois que c'est ça. Non, son vrai nom c'est Al-Shara. Enfin bref, le nouveau leader barbu va venir serrer la main à Emmanuel Macron, hein, puisque Macron l'a annoncé. Là, on voit comment, en fait, hein, cet Occident wokiste LGBT, hein, se réconcilie finalement, hein, avec le djihadisme, hein, le terrorisme islamiste, hein, et les barbus qui eux-mêmes, en fait, de leur côté, balancent des homosexuels par du haut des immeubles, mais qui de toute façon se contentent aujourd'hui d'obéir à leurs sponsors et à leurs patrons, et qui vont s'aligner, hein, sur toutes les politiques occidentales de type woke et LGBT. Donc, merci Lucien Cerise. Je pense qu'en effet, il y a eu cet échange avec Raphaël. Vous allez pouvoir le continuer d'ailleurs maintenant. Je vais lui laisser la parole et continuer cet échange. Je note que vous considérez finalement que la crise est meilleure que l'hypocrisie. Vous êtes l'auteur de Gouverner par le chaos. Donc on arrive plus au chaos finalement par l'hypocrisie que par la crise qui, elle, est salvatrice. On aura l'occasion, je pense, Lucien, d'en parler une autre fois ensemble. Merci en tout cas, merci beaucoup de nourrir autant cette communauté à laquelle vous participez depuis le début sur GPTV. Merci et je vous dis à très bientôt et je laisse la place à Raphaël Beslu. Merci. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.